Bonjour, bienvenue à Paris Cours-Devant. Depuis 2 ans, avec Saturne en Île-de-France, qui est un concours de films à faire en 7 jours, on essaye de faire en sorte de se rapprocher les mondes du cinéma et du handicap et de créer en fait des habitudes de travail ensemble et en espérant qu'un jour ça devienne tout à fait naturel, notamment de proposer un rôle pour un comédien handicapé, quel que soit le rôle, bien sûr, même s'il n'est pas écrit spécifiquement pour un comédien ou une comédienne en situation de handicap. L'année dernière, au jury, on avait Sam Karman. Et Sam Karman disait « Parler du handicap à travers un geste artistique, c'est ça, la bonne idée, et cela vaut toutes les pédagogies du monde. » Et bon, on s'est quand même aperçu qu'il y a des freins naturels ou culturels et qui font que l'accès au métier du cinéma et de l'audiovisuel pour les personnes handicapées n'est franchement pas si simple que ça. Et nous voulions déjà organiser une table ronde l'année dernière et faute de temps, on ne l'a pas fait. Et on est vraiment très très heureux et un grand merci à vous toutes et tous d'avoir répondu présents et présentes. Voilà, on a décidé vraiment de réunir autour de cette table ronde des responsables d'institutions qui travaillent sur la question et des professionnels qui, au jour le jour, mettent vraiment les mains dans le cambouis pour informer le public, pour informer les publics des initiatives et qui mettent en place des initiatives et des dispositifs existants pour réfléchir encore à ce qu'il serait pertinent de créer ou de mettre en place. Je ne vais pas être plus longue que ça. Un grand merci, Charles Mira, qui a accepté de modérer cette discussion et je vous laisse prendre la parole. 1, 2, ça marche, pardon. Merci Nathalie, bonjour et bienvenue. Merci à tous. Bienvenue dans cette table ronde Handicap et cinéma, organisée par ce très beau festival Paris Cours-Devant. Comme vient de le dire Nathalie, la sélection s'intéresse au handicap depuis maintenant 2 ans, je crois, grâce à Saturne en Île-de-France. Et elle récompense des œuvres. Il y a une sélection en ce moment même. On n'entend rien, mais je pense que c'est normal. On entend, c'est bon? Excusez-moi, parce qu'on n'a pas de retour. Et donc je voulais remercier le festival et tous les organisateurs de consacrer cette séquence à ce sujet du handicap alors, je voudrais préciser 2 ou 3 choses sur les contours de cet échange qu'on va avoir avant de présenter nos invités. On ne va pas parler de visibilité au handicap, on va parler d'emploi. L'angle qu'on a choisi avec les organisateurs cette année, pour cette table ronde, c'est véritablement de s'intéresser au métier et à l'accès au métier du cinéma pour et par les personnes en situation de handicap. Donc, on ne va pas forcément parler de la représentation du handicap dans les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, mais là, les gens qui sont autour de la table sont vraiment des professionnels et on va parler de métier, on va parler d'emploi et d'employabilité pour et par les personnes en situation de handicap. Il y a nombreuses questions qui se posent. Comment on fait pour empocher une personne en situation de handicap devant et derrière la caméra? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique? Est-ce qu'il y a des institutions qui accompagnent la production dans les métiers, la formation? C'est de tout ça dont on va parler. Et voilà. Donc maintenant, je vais évidemment vous présenter nos invités qui vont successivement aborder toutes ces questions avec nous. Alors, je vais vous présenter les uns et les autres. Je vais commencer par l'ordre de la table et pas du tout par l'ordre que j'avais prévu. Donc, avec moi aujourd'hui pour parler de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bronstein, qui est le producteur de Vestiaire, dont vous avez sans doute entendu parler et que vous avez surtout vu. Il y a également Lara Sarcio de l'agence Cristal, qui est une agence spécialisée dans la recherche de talents de personnes en situation de handicap. Agnès Toulieu, qui est secrétaire générale adjointe du CNC, qui rappellera tout à l'heure quelles sont ses fonctions. Éric Kanda,
mon camarade Eric Kanda, qui dirige l'organisation JARIS, qui est une école de formation. Il va nous parler de tout ça. Je terminerai par Angélique. Également mon camarade Riyad Salem, qu'on ne présente plus, tellement il est connu. Riyad est un sportif de haut niveau et il va nous parler de son implication dans le cinéma. C'est un entrepreneur humaniste. Il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Et enfin, Angélique Bridou, qui est la comédienne de notre table ronde. Et Angélique, je vais commencer par vous interviewer tout de suite. Mais je voudrais vous proposer, en accord avec les organisateurs de ce festival, j'ai un petit peu changé l'ordre des choses. J'aime bien qu'on fasse un pas de côté quand on parle de handicap. Et en fait, quand j'ai préparé les interviews avec nos intervenants, je me suis dit, là, on a une comédienne. Et une comédienne, ça doit montrer ce qu'elle sait faire. Donc j'ai eu une idée et je lui ai soumise pas plus tard qu'hier. Elle va co-animer cette conférence avec moi. Elle n'a pas préparé les interventions, elle a interviewé personne, mais je me suis dit, voilà, elle est comédienne, c'est son match d'impro, et là, elle a un public de choix, bienveillant, j'en suis sûr, très sympathique, et voilà. Donc, Angélique, vous allez d'abord nous dire, voilà. On lance Angélique dans le bain, c'est pas une opération facile. Elle a donné son accord avec moi, elle m'a donné son accord au téléphone hier soir, mais voilà, on va co-animer comme si... Donc, Angélique, votre rôle, si vous l'acceptez, c'est d'être journaliste et vous allez interviewer avec moi tous nos professionnels du secteur du cinéma. Ça vous dit ? Avec plaisir. Alors, avant de commencer votre rôle, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours, nous dire qui vous êtes, donc ce que vous faites, si vous avez tourné? Alors, je donnerai la parole au public juste après, si vous êtes d'accord. Ça marche? Pour l'instant, c'est Angélique qui parle. Alors, bonjour, je m'appelle Angélique Bridou. Je suis au Théâtre du Cristal, qui est situé à Irani. Et en fait, on est rattaché à une ESAT qui est située à Cormeilles-en-Parisis. Et ça fait depuis 2017 que je suis au Théâtre du Cristal. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, les spectacles qu'on fait au Théâtre du Cristal, le premier s'appelle le bal poétique et populaire. En fait, je joue une présentatrice où j'invite les gens à danser et plutôt avec mes collègues, on vous invite à danser, à venir faire la fête, à profiter de la vie. Voilà. On chante, on danse, on fait du théâtre. Le deuxième spectacle s'appelle le cabaret des frissons garantis. Là, c'est plus cabaret, ça parle plus tout ce qui est un peu repas, magie. De la danse aussi et du chant. On vous invite aussi à chanter à un moment donné. Vous pourrez le faire tout à l'heure, inviter les gens. Vous nous montrerez comment ça marche? Parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent chanter et danser. Après, je ne connais pas la chanson, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Merci. Et est-ce que vous avez tourné dans des films? Alors, j'ai tourné dans plusieurs films. Donc, le dernier s'appelait La Belle Étincelle, qui est passé à la télé le 5 octobre. C'est un téléfilm, en fait. En fait, La Belle Étincelle, en fait, c'est un restaurant qui est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Et en fait, ce sont des personnes en situation de handicap, en fait, qui travaillent en milieu ordinaire, mais qui ont quand même des aides avec des psychologues et des professionnels. D'accord. Et qu'est-ce que vous jouiez comme rôle? Je jouais Louane, une jeune femme autiste. Et je prenais les gens tout le temps dans les bras, alors que je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire C'était un vrai rôle de composition? Oui. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était un producteur aussi, et même le réalisateur qui s'appelle Hervé Miram. Le producteur s'appelle Fabrice Kolstein.
qui m'ont dit, en fait, Angélique, on t'a pas pris pour ton handicap, on t'a pris parce que tu es une comédienne. C'est pour ça qu'on t'a pris, parce que tu es une bonne comédienne. Eh bien voilà, merci beaucoup. Angélique, vous avez posé le débat. On t'a pris parce que tu es une bonne comédienne, on ne t'a pas pris parce que tu étais en situation de handicap. Mais c'est quand même, ça va être le sujet de notre conférence. Merci beaucoup. Donc vous acceptez le rôle que je vous ai assigné ? Oui. Alors voilà, je vais poser des questions à tous nos invités, Angélique, et dès que vous trouvez que j'ai pas été assez clair ou que les gens qui parlent n'ont pas été assez clairs, dès que vous trouvez que qu'il manque quelque chose à ce qu'on se raconte, vous prenez votre micro et vous nous interrompez et vous dites non mais là ça va pas, ou alors là il faudrait en dire un peu plus, un peu moins. Oui. Ça vous dit, ça marche? Top là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je souhaite commencer par interviewer quelqu'un qui compte beaucoup dans le secteur, pas du cinéma, mais de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C'est mon ami Riyad Salem qui est à ma droite. Alors, Riyad, vous l'avez souvent déjà vu si vous vous intéressez au sport, parce que c'est un sportif de haut niveau. Il a une longue carrière, je crois que ça fait 20 ans qu'on se connaît, Riyad. Est-ce que tu peux, avant qu'on s'intéresse véritablement au sujet de notre conférence, nous dire un petit peu ton parcours qui est assez hors du commun, parce qu'on est là aussi pour rêver. On est dans un festival de cinéma. Le cinéma, c'est les étoiles dans les yeux et dans le ciel. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta carrière? Parce que moi, je te connais en tant que sportif de haut niveau, je te connais en tant que militant, et je dis que c'est un joli mot, le mot militant, parce que tu combats la cause de la citoyenneté des personnes handicapées, enfin tu défends, pardon. Et puis, je t'ai même connu comme mannequin dans un défilé de mode à la mairie de Paris en 2006. Je t'ai connu candidat aux élections législatives à Paris. Voilà, tu es quelqu'un qui est une sorte de représentant de la cause et tu as eu quelques aventures avec le cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie? Enfin, pas à moi, mais à nos amis ici. Alors, je ne vais pas tout raconter ma vie parce que tu as déjà bien expliqué. Déjà, excellente année à toutes et à tous. Et surtout, la chose importante, c'est que je ne pense pas que tout le monde me connaisse, parce que le monde du parasport n'est pas encore assez connu, comme le monde du cinéma et du handicap. Donc je pense que nous sommes des acteurs invisibles et qu'on va évidemment, avec ces jeux, donner un coup de projecteur qui va rayonner sur tout le monde. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a quand même une belle équipe. Le casting est très très bon parce qu'on a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit dans le domaine de la télé, dans la formation. Si j'ai bien compris, on a des gens aussi qui sont dans le domaine du casting. Donc tout ça, on est en complémentarité. Alors oui, je milite depuis des années parce que je suis né dans le handicap, puisque je suis né avec un handicap. Et j'ai eu la chance, grâce au sport, alors j'ai une carrière un peu bizarre, j'ai été d'abord en équipe de France de natation, équipe de France de basket, et pour ma pré-retraite, je suis en équipe de France de rugby. J'ai fait 6 Jeux paralympiques, et là, j'espère faire les 7e et finir ma carrière en beauté à la maison, et que vous viendrez nous encourager pour qu'on aille chercher cette fameuse médaille. C'est la seule médaille que je n'ai pas dans toute ma carrière, c'est la médaille paralympique. Oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'il se passe un petit truc cet été en France, et particulièrement à Paris. Voilà, et donc... Voilà, notre ami Riyad est un des mentors de ce petit événement international. Voilà, donc j'ai une double casquette. J'ai évidemment en tant qu'athlète, et aussi je suis dans le comité d'organisation des Jeux et CAC Sport. Et je peux vous assurer que des fois on a des scénarios dignes de grands films. Mais ça c'est en interne, mais peut-être qu'un jour quelqu'un fera un film là-dessus. Parce qu'il y a quand même des sacrés rebondissements, et on le voit avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Dès qu'il y a le moindre petit problème, il y a toute une ribambelle de médias qui nous tombent dessus. Donc voilà. Donc le monde du cinéma... Voilà, ton parcours, merci beaucoup. Et il est très éclectique, et je suis désolé de le résumer en quelques phrases. Mais maintenant, ton implication dans le cinéma, parce que j'ai appris en préparant cette interview que tu avais eu un rôle très particulier. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est fou, hein, mais grâce au sport de haut niveau, je me suis retrouvé embrigadé parce que alors Sarah Lévy, qui n'est plus de ce monde, faisait un film à l'époque, et c'est une des grandes réalisatrices que j'admirais, parce qu'elle a été une des premières à vouloir vraiment qu'il y ait des personnes handicapées qui soient dans le casting.
même si encore à l'époque les productions voulaient qu'il y avait des acteurs, mais comme c'était des acteurs assez jeunes, je me suis retrouvé embrigadé dans cette production de Canal+, et je ne sais plus qui, à coacher des acteurs et des actrices. Et comme j'étais sportif de haut niveau, comme les assurances ne voulaient pas que les vedettes fassent quelques cascades en fauteuil, on m'a demandé si je pouvais les faire. Comme ils me voyaient chuter dans le basket et tout ça, donc je me suis retrouvé cascadeur, faire des doublures de cascade voilà. Donc ça a démarré comme ça, à sauter dans la piscine, à descendre les escaliers, et après pour de la pub, pour plein d'autres choses, et aussi à faire du casting à l'époque. Mais je ne suis pas du tout dans une société de casting, mais comme les gens n'arrivaient pas trop à pénétrer ce monde du handicap, c'était inconnu. On est quand même fin 90, début 2000. Oui. Et donc, il fallait qu'on puisse aller chercher d'autres sportifs, des gens qui étaient à l'aise aussi avec leur handicap et l'image. Parce que quand vous allez aussi dans un film, le temps est long. L'espace-temps n'est pas du tout le même. Donc des fois, pour quelques minutes de tournage, vous pouvez passer des heures et des heures d'attente, de préparation. Et donc il faut aussi que psychologiquement, les gens soient opérationnels. Donc il fallait que j'aille chercher des personnes qui étaient OK là-dessus. Et donc je me suis retrouvé pendant des années à accompagner le monde de la publicité et des fois le monde du spectacle. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était avec Jérémy Ferrari, où j'ai coaché Jérémy et j'ai amené des basketteurs en fauteuil pour faire une belle émission qui l'a quand même propulsé après dans cette belle carrière. Et c'est pour ça qu'il me semblait important qu'on puisse t'entendre au début, parce que là, tu évoques des choses qui se sont passées dans les années 90, et aujourd'hui, on va le voir, il y a eu tout un travail sur l'accès au métier, mais à l'époque, ça n'existait pas. Tu étais un des pionniers. Et dans le cadre de cette incursion de handicap dans l'audiovisuel et dans le cinéma, je crois que tu as fait aussi autre chose que... Tu as aussi coaché des gens pour des... À l'époque, c'était pas des gens connus. Mais c'est vrai que là, c'est une petite fierté quand on voit la carrière de Marion Cotillard, d'avoir été à tous ses débuts et de voir après qu'elle a aussi continué à réaliser d'autres films parce qu'elle maîtrisait aussi ce sujet du fauteuil roulant. Et j'avais coaché à l'époque Marion Cotillard pour qu'elle puisse... Donc elle venait sur notre terrain de sport et lui expliquer comment manipuler le fauteuil et toute cette petite troupe d'acteurs aussi aujourd'hui qui sont assez célèbres dans le milieu du cinéma. Et alors, qu'est-ce que tu penses d'une personne dite valide qui joue une personne en fauteuil? Ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'un acteur doit pouvoir jouer tous les rôles. Mais le problème, c'est qu'on est toujours... Là, ce qui est assez fou, c'est qu'on est à sens unique. C'est-à-dire que l'inverse, ce n'est pas la réalité. Et que je pense qu'on doit, à un moment donné, batailler pour que les talents puissent s'exprimer, puissent être mis en lumière. Tout à l'heure, j'entendais le débat sur l'homosexualité, le fait que quand on était homosexuel, on donnait des rôles d'homosexuels, des choses comme ça. Et je pense que c'est marrant parce que dès qu'on a une singularité forte, une personnalité qui a une étiquette, on nous met dans une case. Et là, mettre les gens dans une case, c'est les enfermer. Alors qu'on est quand même le pays de la liberté. Comment on fait péter ces cases, ces prisons mentales, ces espèces de préjugés qu'on a sur les uns et sur les autres. Donc je pense qu'il y a un sacré boulot à faire. Et là, on a quand même changé d'époque, puisque depuis quelques années maintenant, on le voit avec quelques films. Bon, à mon grand regret, le dernier film de Grand Corps Malade, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un acteur handicapé qui joue ce rôle, puisqu'on a quand même des acteurs assez extraordinaires, mais on ne les connaît pas. Et ceux que je connaissais à l'époque partent à l'étranger pour pouvoir un petit peu vivre, parce que sinon ici, ils ne gagnent pas trop leur vie, et puis ce n'est pas avec l'allocation adulte handicapé qu'on va faire des étincelles. Donc oui, il y a un questionnement à avoir. Quand on écoute le monde du cinéma, cette générosité intellectuelle et cette pauvreté dans l'action, je pense qu'il y a du boulot, et je pense que ce qu'on est en train de faire là va être encore le prémisse, comme je l'ai été il y a 20 ans ou 30 ans, peut-être que là, c'est encore une nouvelle étape qu'on va enclencher avec ce type de festival. Très bien. Merci infiniment. Voilà, je savais que... J'avais juste une question. J'avais une question. Je voulais savoir, quand tu étais petit, tu t'es dit, d'accord, j'ai envie de faire du sport, mais finalement, comment expliquer ?
instinctivement, tu te dis ça tout de suite finalement ou pas? Ou c'était compliqué pour toi au début comme tu as voulu faire du sport, mais que ça doit être compliqué pour les personnes en situation de handicap? Alors, je vais te révéler un secret. J'étais pas du tout un sportif. J'étais complètement aux antipodes. Moi, j'étais plutôt un artiste. Mais Mère Nature m'a doté d'un super physique athlétique. Et dès qu'on me mettait dans l'eau, je ramenais une médaille. Et j'ai vite compris que l'énergie que j'avais quand je la mettais dans une cour de récréation ou ailleurs, j'étais puni. Quand je la mettais dans le sport, j'étais applaudi. Et donc là, j'ai très vite compris que ça va permettre de voir les choses autrement. Et comme moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux, eh ben, le sport me permettait de sortir. Et ça m'a nourri aussi on va dire que dans mon esprit artistique, parce que j'ai vu tellement de monde, tellement de territoires, tellement de pays, tellement de gens différents, que ça aussi, ça m'a énormément nourri. Et j'ai apprécié la compétition dans le sport. Je ne l'apprécie pas partout, mais je l'apprécie dans le sport parce que ça crée cette émulation, ça crée cette opportunité de sortir de son petit carcan, de son petit confort. Alors, puisqu'on a 2 comédiens, là, finalement, est-ce que la préparation d'un sportif, la préparation mentale, elle est du même niveau que pour celle d'un acteur? Ou qu'est-ce que tu vous en penses? On peut se tutoyer, Angélique, parce Oui, que je tutoie problème. tout le monde, alors j'ai un problème. Oui. Je pense que c'est différent, en fait. Parce que moi, je ne suis pas du tout sportive. Donc, je pense que si tu me demandes de faire du sport, je vais dire, bon, je vais essayer, mais c'est pas facile, en fait. D'accord. Et ce que je trouve intéressant, en fait, ce qui est génial, c'est que tu fais du sport. Et moi, ce que je dis toujours, c'est pas le handicap qui nous définit, c'est ce qu'on est, nous, la personne qu'on est. C'est pas le handicap, c'est pour ça qu'on ne devrait pas mettre de cases, en fait. On est comme tout le monde. Et moi, dans une pièce de théâtre que j'avais jouée qui s'appelle Le lit des autres, à un moment donné, je disais, ne sommes-nous pas tous ici handicapés? Parce que finalement, on a tous un handicap. Nos lunettes, nos problèmes quand on va chez le psy, même quand on s'arrête devant quelqu'un, qu'on demande son chemin, c'est des difficultés. Ou par exemple, si une journaliste vous demande faites-moi la journaliste et que vous n'y arrivez pas et que vous avez des difficultés, ou que la comédienne ou le comédien demande à la journaliste de faire pareil pour la journaliste, mais qu'elle n'y arrive pas non plus. D'accord. Là, tu sais que tu fais la comédienne et tu fais plus la journaliste, là. Désolée. Non, très bien, bravo, merci beaucoup. Non, mais tu m'aides beaucoup, hein, c'est super. C'est super que tu aies ce côté militant aussi, c'est important. Très bien, oui. Bravo, ouais. Ouais. Alors, on va maintenant, si tu permets, on va interviewer Agnès. Est-ce que vous avez un... Agnès, alors, vous représentez ici une grande institution du cinéma, puisque vous êtes secrétaire générale adjointe du CNC. Donc, s'il y a une organisation qui est assez incontournable dans le secteur, c'est bien le CNC. Donc non, je pense que ça marche. Hein. J'ai eu la même surprise, mais en fait, si vous parlez devant... Non 1, 2. Non, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas de retour. Voilà. Genre, on est pro, on a l'habitude des trucs. Oui, donc Agnès, avant de rentrer sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées dans le secteur, est-ce que vous pourriez nous rappeler les grands engagements du CNC dans le handicap? Parce que je crois que le CNC, quand même, notamment en termes d'accessibilité, est très engagé et très partisan d'un certain nombre d'innovations et de progrès. Oui, bonjour, le CNC, effectivement, est très engagé sur les questions d'accessibilité aux salles et aux œuvres. Voilà. Ça, effectivement, depuis des années... Il y a des budgets qui sont consacrés notamment pour aider les salles de cinéma à devenir accessibles, aux œuvres à le devenir. Il y a des obligations aussi qui sont contrôlées par le CNC de fournir toujours les fichiers audio description, sous-titrage pour obtenir l'agrément des films. Donc ça, sur ces sujets-là, effectivement, c'est un sujet qui est très suivi au CNC depuis de nombreuses années. La nouveauté, peut-être Allez-y, on fait la transition directe avec notre sujet. Parce que la nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'on s'est dit qu'effectivement, même si ce n'est pas cœur de métier pour le CNC, il y avait un petit angle mort qui était le travail des personnes en situation de handicap dans nos politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on a créé un appel à projet qui a eu lieu 2 années de suite. Au début, on avait dit on ne le fera qu'une année pour un peu rentrer dans la place. Et puis, évidemment, on a réussi
à le faire perdurer pour aider des projets qui permettent le travail. C'est vraiment rien à voir avec finalement le sujet de l'œuvre quand c'est une œuvre, mais qui permettent le travail de personnes en situation de handicap avec l'idée de compenser un coût qui n'est pas déjà pris en compte par les aides qui existent déjà. Donc il y a 2 aspects, aider et puis faire connaître cette possibilité de travailler avec des personnes en situation de handicap. Très bien. Alors moi j'ai quand même une question avant qu'on rentre sur les modalités d'organisation de l'appel à projet et que vous nous donniez son joli nom, parce qu'il a un très joli nom, cet appel à projet. Comment vous est venue l'idée au CNC de vous engager sur cette question d'accès au métier pour les personnes en situation de handicap? Parce que on a bien compris que pour l'accessibilité physique des salles, pour l'accessibilité, les audiodescriptions, enfin, ce qu'on appelle globalement dans le monde du handicap l'accessibilité, vers une accessibilité universelle, je l'espère. Comment est venue cette idée de se dire à un moment ou à un autre, l'emploi des personnes en situation de handicap est un sujet pour une organisation de service public comme la nôtre? Parce qu'on est une organisation de service public, comme vous le dites, voilà, et que effectivement, mais c'est récent. Alors pourquoi c'est pas arrivé avant? C'est récent parce qu'en fait, c'est pas, comme on dit, c'est pas cœur de métier pour le CNC. Cependant, effectivement, on sentait bien qu'on pouvait avoir ce petit effet accélérateur par la communication aussi qu'on pourrait faire, par le fait que c'est des métiers où finalement tout le monde se connaît, c'est petit, ça paraît beaucoup de monde, mais c'est petit. Donc dès qu'on fait quelque chose, on a un impact assez important par la connaissance qu'on peut donner, à la visibilité de ce qu'on fait. Alors ma question, je vais la reformuler. Est-ce que c'est un engagement de RSE, de responsabilité sociale? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, quand on est une grande organisation privée ou publique, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'inclusion et la diversité dans ses propres troupes et dans ses parties prenantes? C'est ça. Alors, qui a poussé le CNC? Oui, dans nos propres troupes, on a le label AFNOR diversité, égalité. Bon, ça, effectivement. Oui. Et donc, on pouvait vouloir mettre en cohérence notre action avec nos agents et avec effectivement les politiques publiques que l'on mène. C'est ce que vous appelez les politiques de RSE. Donc, oui, c'est une cohérence effectivement de l'action publique en interne comme à l'extérieur. Mais vraiment, c'est un engagement très précis parce que c'est le travail, vous pourriez dire, c'est le ministère du Travail, il y a déjà des choses qui sont faites. Nous, on s'est dit qu'on avait cette petite plus-value parce qu'on va être sur nos secteurs et donc on aura un impact sur ceux-ci. Là où un appel à projet très général sur travail et handicap n'aura pas le même impact. Et c'est pour ça que la GFIP nous a suivis tout petit la première année, juste parce qu'on avait intégré une personne de la GFIP dans le tour de table et qui a trouvé le projet vraiment intéressant. Et maintenant, nous accompagne avec des montants très substantiels parce qu'effectivement, ils se sont dit que c'était un moyen... j'emploie toujours le même mot, mais d'avoir un impact sur un secteur d'activité, plutôt que d'être noyé au milieu de tous les secteurs, comme pourrait le faire le ministère du Travail, par exemple. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant décrire les contours de l'appel à projet, la part de financement que vous apportez par rapport à la GFIP? Je sais pas je pense que dans le public, il y a des professionnels, manifestement, donc c'est sympa peut-être d'expliquer comment ça fonctionne. Oui, donc la première année, nous, on avait mis 250 000 € et puis on avait obtenu comme ça 15 000 € au ministère de la Culture et à GFIP. Et puis l'année dernière, on était sur un financement où on a eu 125 000 € de la GFIP. Donc vous voyez, ils sont passés de 10 000 à 125. Donc c'est vraiment qu'ils ont vu l'intérêt de notre démarche. Donc on était sur un appel à 300 000 €, puisque c'est ce que vous... Je précise pour l'auditoire que la GFIP, c'est l'organisation qui récolte les contributions dans le cadre de l'obligation de l'emploi du travail des personnes handicapées. Voilà, c'est juste une petite précision que j'apporte pour que les gens comprennent qu'il y a des organismes de financement de projets comme la GFIP qui viennent apporter de l'aide pour l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Voilà. Et donc cet appel à projet s'appelle Les uns et les autres. Voilà, les uns et les autres. Alors parlez-nous des uns et des autres.
Et donc, il aura lieu encore cette année. L'idée, c'est vraiment l'embauche ou favoriser l'embauche. Ça peut être, par exemple, des projets de formation, mais M. Candin en parlera après, puisqu'il a été aussi soutenu par le premier appel à projet. Oui, c'est ma transition vers voilà. Eric. C'est la formation. Embauche, formation. La Belle Étincelle a été aidée cette année. Donc, ce n'est pas forcément des œuvres. En préparant, effectivement, en général, les œuvres qui ont été aidées, même toutes les œuvres qui ont été aidées, portaient comme sujet le handicap. Mais après tout, on pourrait tout à fait avoir une œuvre qui parle d'un sujet X, n'importe quel sujet, du moment que des personnes en situation de handicap sont embauchées, par exemple, derrière la caméra, puisque le sujet, ce n'est pas forcément des acteurs, ce n'est pas forcément donner à voir l'embauche, c'est juste l'embauche. Voilà. Donc, on a aussi des projets de formation dans des cinémas, enfin, on a des projets divers. Vous nous avez donné des enveloppes globales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques petits fléchages éventuellement Alors déjà, ce n'est pas plus de 50 000. Le maximum par projet, c'est 50 000. Ouais. Pour pouvoir disperser quand même la somme entre plusieurs projets. L'année dernière, on a eu 23 demandes et il y a 11 projets qui ont été soutenus. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'œuvres. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? L'année dernière, il y a eu La Belle Étincelle. Il y a eu aussi des documentaires qui ont été aidés. Voilà, ça a été soit des œuvres de fiction, soit des documentaires, une comédie, un long métrage. On a eu les 2 années des demandes et qui ont été soutenues de Toulouse-Lautrec, la série que vous avez peut-être vue à la télé. Donc vous avez peut-être certains d'entre vous auraient envie de dire ils n'ont pas besoin d'être aidés, voilà. Bon, ils ne seront pas aidés. Après, c'est le jury qui décide à quelle hauteur il aide les projets, donc ils seront peut-être aidés à une très petite somme. Ce qu'on peut dire, c'est que eux, ils étaient quand même très contents d'avoir reçu l'appel à projet. C'était presque une démarche quelque part de crédibilité de leur démarche d'embauche, de leur engagement en fait. Eux, c'était pas forcément un besoin financier qui était le plus important, mais c'était un peu d'avoir comme un label du CNC disant voilà, nous on s'engage pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Très bien, merci beaucoup Agnès. Sans transition, est-ce que Angélique, tu veux dire un mot? Est-ce que tu veux poser une question à Agnès sur les financements du CNC? Est-ce que tu as besoin de... Voilà. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà. On a de la chance. Alors, c'est formidable. Je crois que moi, je suis assez d'accord, c'était assez clair. Hein. Alors, c'est très bien parce qu'avec Angélique, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet sur le talent. N'empêche pas le handicap n'empêche pas le talent, plus exactement. C'est d'ailleurs le mot d'ordre d'un festival que je vous recommande, qui s'appelle Regard Croisé, qui a lieu tous les ans à Saint-Malo et qui a été fondé par notre copine Mireille Malo, et que je salue et que j'embrasse. Et puis, on a eu une histoire du panorama là, avec Riyad. Là, on est passé directement dans le vif du sujet avec les aspects de financement et on vient de nous dire que évidemment, le CNC finançait de la formation. Donc, je me tourne directement vers mon vieux camarade Eric Canda. J'ai beaucoup de chance parce que dans cet après-midi sympathique organisé par le festival, j'ai quelques copains avec lesquels je bosse depuis quelques années. Oui. Et l'un d'entre eux est notre ami Eric Canda. Alors, Eric, donc là, on va aussi rentrer dans le plat de résistance, si je peux filer la métaphore de la table avec toi. Ça fait 20 ans que je te connais. Je crois que ça fait plus de 20 ans que tu as monté ton organisation Jaris. Jaris, redonne-nous l'acronyme qui est impossible, mais tu vas nous expliquer ce que tu fais depuis 20 ans dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, en termes de formation. Vas-y, j'appuie sur un bouton et tu démarres. Il y a plus d'une vingtaine d'années, j'étais opérateur de prise de vue et je me suis retrouvé en situation de handicap avec une spondylarthrite ankylosante qui était totalement contraignante effectivement par rapport au fait de tenir une caméra. Je tétanisais, j'avais tendance effectivement à trembler, donc c'était totalement incompatible effectivement avec une bonne prise de vue. Et à ce moment-là, ça a été un peu la catastrophe. J'étais plutôt à un haut niveau dans le cinéma. Et puis, j'ai été rejeté effectivement et s'en est suivi toute une dépression, toute une
difficulté, effectivement, de laquelle je me suis sorti en rebondissant, effectivement. Et c'est l'écriture qui m'a permis, effectivement, et la dramaturgie principalement, dont je me sers aujourd'hui comme d'un outil de développement personnel dans le cadre de nos formations, qui m'a permis de m'en sortir. Très bien. Alors, chez Jarris, vous êtes une organisation qui formait à tous les métiers du secteur, de la production. C'est bien compris, c'est ça? Je crois que vous formez 150 métiers. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux décrire les principaux? Tout à fait. C'est un programme effectivement préqualifiant qui est destiné à toutes les personnes en situation, exclusivement en situation de handicap. Et c'est la seule formation qui existe en Europe et qui est destinée exclusivement aux personnes en situation de handicap, sachant que j'ai siégé pendant une grande partie d'année à l'ARCOM, au niveau du CSA, et que malheureusement, effectivement, les écoles de l'audiovisuel aujourd'hui ont un peu botté en touche et ne sont pas vraiment, pour une grande partie des personnes en situation de handicap qui ont un parcours effectivement atypique, susceptibles de pouvoir accompagner ces personnes. Et donc, il a fallu effectivement trouver des solutions pour mettre en place un système pédagogique. Et donc, on a mis en place, en conditions réelles de travail, en impliquant dès le début les entreprises partenaires, et je vais y revenir, donc tout un enseignement sur toute la chaîne de fabrication d'un programme audiovisuel, voilà, de sa conception à sa diffusion, et donc l'ouverture sur plus de 150 métiers. C'est ça. Donc de la conception à la diffusion, 150 métiers disponibles pour les personnes en situation de handicap. C'est ça, on est bien d'accord. Tout à 150 fait. métiers. Tout à fait. Alors, la question que je voudrais te poser maintenant, c'est qui vient te voir et comment les gens savent que tu existes. Parce que nous, on le sait, parce que dans le secteur dit, j'aime pas ce mot-là, du handicap, mais ça représente quand même un écosystème intéressant. Et tu fais des films, enfin, nous, on a bossé ensemble, on avait fait des films de sensibilisation, des choses comme ça. On te connaît, mais les personnes en situation de handicap qui veulent venir au cinéma, soit dans la production, soit dans la technique, soit devant la caméra, je ne sais pas. Comment elles font pour savoir que tu existes et qu'est-ce qu'elles te disent et comment tu sélectionnes l'entrée dans tes formations, dans tes promos? Effectivement, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis une personne en situation de handicap, je veux me professionnaliser dans ces métiers, donc je m'adresse naturellement effectivement à l'AFDAS, qui est l'OPCO et qui présente effectivement l'ensemble des formations. Et là, qu'est-ce que je constate? Effectivement que rien n'existe, qu'il n'y a rien qui existe. Donc, ça, c'est important de le dire. Ouais. Je suis en discussion depuis des années avec l'AFDAS pour effectivement qu'on ait notre reconnaissance. Après 20 ans d'existence, c'est quand même 250 personnes qu'on a accompagnées. Et sur ces 250 personnes, on en a 200 qui sont totalement professionnalisées aujourd'hui. Et sur tous les corps de métier effectivement possibles. Alors, imaginons que je sois candidat chez Jarris. Qu'est-ce que tu me proposes? Comment tu me choisis? Et comment tu m'accompagnes? Eh ben, on est face effectivement souvent à des personnes qui, quand ils nous découvrent, ont effectivement, c'est une révélation, quoi. Ils avaient l'impression effectivement que c'était pas possible pour eux effectivement de pouvoir trouver leur place dans ces métiers-là. Donc il y a déjà effectivement, on est face à des personnes qui ont une motivation surdimensionnée. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la volonté de vouloir réussir, de vouloir s'impliquer. Et on est souvent face à des personnes qui, sur les réseaux sociaux, maintenant avec un téléphone portable, on est capable de faire effectivement une réalisation, de faire un film. Et on a des personnes effectivement qui, aujourd'hui, ont été autodidactes effectivement et ont déjà développé effectivement un certain potentiel. Donc nous, on est là pour repérer ce potentiel-là. Mais on est aussi là pour ne pas être une boîte à rêves. C'est-à-dire qu'on destine effectivement ces personnes aux entreprises qui financent effectivement les formations, parce qu'il faut préciser que ces formations sont entièrement gratuites et financées par les entreprises. Et alors, oui, ça c'est très intéressant. Le modèle économique, c'est quoi? C'est-à-dire que donc, vous formez des personnes en situation de handicap au métier du cinéma et c'est payé par... C'est entièrement gratuit pour les Alors on se bat chaque année effectivement pour obtenir des financements. J'ai volontairement effectivement pas voulu rentrer dans la grosse
mal des organismes de formation de l'audiovisuel, et je suis volontairement resté associatif pour justement pouvoir travailler effectivement avec les fondations. Je travaille avec le soutien du ministère de la Culture, avec le soutien du CNC. Et puis, on implique effectivement les entreprises qui financent en partie, pour moitié, le coût de la formation. Et aujourd'hui, on a réussi effectivement, avec la qualité des compétences qu'on est appelé à proposer effectivement aux entreprises, parce que c'est ça qui est important effectivement, c'est à un moment donné de ne pas parler de situation de handicap, de parler de compétences et des compétences métiers. Et la profession effectivement de l'audiovisuel, jusqu'à maintenant, bottait en touche et préférait payer la contribution à GFIP plutôt que de répondre à ses obligations, parce qu'elle ne trouvait pas de compétences, elle ne trouvait pas de personnes effectivement qui étaient formées. D'accord. Alors, vous formez combien de personnes par an depuis 20 ans? Ça veut dire que tu as dû arroser le secteur quand même, non? Pas mal, oui. Je parlais de 250 personnes accompagnées. Combien? 250 personnes 250 personnes accompagnées depuis? Depuis 2005. Depuis 2005, d'accord. Oui, donc c'est quand même satisfaisant, c'est une belle performance. Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu as une nouvelle à nous annoncer, une vision un petit peu originale? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va croître? Est-ce que tu crois qu'il y a des moyens de visibiliser vos actions qui sont possibles? Est-ce que tu as une idée un peu de ce qui va se passer dans les années? Est-ce que tu crois, par exemple, puisque Riyad en a parlé, que les Paralympiques peuvent être un moment intéressant pour le secteur? On a eu, et même pour la petite histoire, les premiers élèves effectivement que j'ai eus faisaient partie de l'équipe de basket de CAPSA. Et d'ailleurs, ils ont, durant leur formation, réalisé une quinzaine de films. C'était pendant la campagne de Paris 2012. Et ces 15 films, en regard de la qualité qu'ils avaient, on a été repérés par la Fondation Lagardère. Et ces 15 films sont partis représenter la France, effectivement, à Singapour à l'époque. Donc il y avait déjà, effectivement, une vraie qualité qui a émergé par rapport à ça. Et donc il y a eu un lien vraiment avec le sport, où on se sert vraiment de tous les outils possibles, et le sport en a fait partie, pour donner l'exemplarité effectivement aussi à notre public, de se dépasser effectivement et d'aller plus loin. Et effectivement, l'outil audiovisuel est aussi un outil formidable pour pouvoir permettre effectivement le fait de s'insérer professionnellement. Pour la petite histoire, encore une fois, c'est son nom m'échappe, mais c'est la personne qui a été à l'origine effectivement des missions locales, qui a utilisé effectivement dans les années 80 la vidéo pour pouvoir permettre effectivement de faciliter l'intégration professionnelle effectivement des personnes qui étaient intégrées dans les missions locales. Alors, dernière question, je voudrais que tu expliques quel est l'accompagnement spécifique des apprenants, parce que notamment pendant les stages, est-ce que vous suivez les personnes et jusqu'à quel moment, et quand ils sont lâchés dans la nature, est-ce que vous avez encore un suivi? On ne les lâche pas dans la nature, justement. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire on est au cœur du sujet, je voudrais qu'on l'aborde. On est face à un public, effectivement, qui a absolument besoin d'un suivi jusqu'à un maintien dans l'emploi. Et il y a effectivement une donnée qui est très importante et qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'on est dans des métiers où principalement il y a de l'intermittence du spectacle ou des côtés pigistes effectivement pour le journalisme. Et c'est apporter effectivement une précarité supplémentaire à notre public. Donc on a 3 temps et 3 phases effectivement d'accompagnement. La première phase, c'est en centre de formation, et c'est un enseignement sur toute la chaîne de fabrication d'un programme audiovisuel qui ouvre la porte donc à 150 métiers. Parallèlement à ça, il y a tout un travail d'optimisation de l'employabilité effectivement de notre public, avec un travail de développement personnel et qui permet effectivement à chaque personne, avec des sensibilisations de simulation d'entretien d'embauche, avec du travail d'acteur, effectivement, de la prise de parole en public, pour optimiser notre public dans la direction effectivement de leur future professionnalisation.
Les entreprises qui s'engagent effectivement, au-delà de s'engager économiquement, elles s'engagent auprès de notre public à les accueillir sur un stage de professionnalisation pendant une période de 3 à 6 mois, 6 mois étant le maximum de la durée légale. Donc ça, c'est la deuxième phase sur laquelle, effectivement, après la formation, notre public qui a eu le premier vernis, la préqualification, va pouvoir effectivement faire valoir ses compétences auprès des entreprises partenaires. Et aujourd'hui, on a réussi à fédérer le groupe M6, le groupe France Télévisions, Radio France, France Média Monde, le groupe Media One, Arte, le groupe Newen. On est en discussion avec Canal+, avec Elephant et compagnie, avec Badidj. Voilà, aujourd'hui, il y a une vraie implication, effectivement. Au départ, il fallait que je rentre par la fenêtre, effectivement, parce que les portes étaient fermées, pour bousculer tout ça. Mais aujourd'hui, on a réussi réellement à faire bouger les choses, effectivement, au Très niveau... bien. Ouais. Angélique, est-ce que tu connaissais Jarris? Non. Ah ben alors, tu vois, je pense que tu vas avoir besoin d'une agence de com. On va en discuter après. Ben, voilà, on est... D'accord, merci. Je vous donne la parole à la fin, ok? C'est sympa. Merci Eric. Merci Charles. Je voudrais passer maintenant la parole à Philippe Bronstein. Vous avez un micro, Philippe? Et il marche. Super, merci. Bonjour. Rebonjour, merci d'être avec nous. Alors là, on va passer à la réalisation de l'œuvre. Philippe est producteur de Vestiaire. Est-ce que tout le monde connaît Vestiaire dans la salle? Non. Voilà. Ah, ben bon. voilà. Alors ça tombe très bien qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Vestiaire, parce que Philippe va nous raconter l'histoire de Vestiaire. Alors Vestiaire, ça passe à la télé, attention. Philippe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Vestiaire? Quelle a été l'histoire au démarrage, la naissance de Vestiaire? Comment vous vous êtes intéressé dans la société des films d'Avalon? Philippe a une société de production en cinéma qui s'appelle les Films d'Avalon et il va nous raconter l'histoire de Vestiaire immédiatement. C'est à vous. Eh bien, merci. Déjà, merci de nous accueillir parce qu'en fait, quand on m'a proposé de participer à la table ronde, j'ai commencé par dire mais moi, j'ai pas de poids dans l'emploi des personnes handicapées. En fait, c'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai accompagné un projet de série au départ, comme on le fait dans la production, et il se trouve que ce projet de série était porté. Alors moi, je ne vais pas dire personne en situation de handicap, je sais que c'est la version politiquement correcte, mais sur Vestiaire, on dit des handis. J'espère que ça choquera personne. On dit les comment? valides et les handis. C'est diminutif. C'est parce que comme ça arrive 12 fois par phrase. On a eu ce débat il y a quelques années avec on dit déglingué, donc chacun sa sémantique. Voilà, et puis ils sont à l'origine du concept eux-mêmes. Donc voilà, le début de l'histoire de Vestiaire, ça se passe dans un autre festival qui est le Festival Musique et Cinéma qui était précédemment à Aubagne et qui est maintenant à Marseille, qui s'appelle MCM Marseille. J'en profite pour leur faire un peu de pub parce qu'avec Paris Cours de Vent, c'est, je pense, les deux festivals les plus sympas, les plus ouverts d'esprit et où on travaille le plus. Voilà. Et donc à Aubagne, donc on est en 2010. La responsable du festival me propose de rencontrer deux jeunes auteurs qui portent un projet dans le cadre d'un espace de rencontre qui s'appelle l'Espace Kiosque, où c'est le boulot des producteurs d'aller à la rencontre des auteurs et de lire des projets. Et je rencontre donc Ada Abdelli et Fabrice Chanu, qui sont tous deux handicapés, nageurs. C'est marrant parce que cette question du sport revient. Elle est revenue, oui, elle est revenue chez toi. Donc il y a quand même un truc pour eux au niveau du sport. Membre de l'équipe de natation, alors à l'époque on disait anti-sport, maintenant on dit parasport de Marseille, et qui viennent me voir avec quelques épisodes d'écrits, c'était l'époque où Kaamelott cartonnait, et me disent, est-ce que vous pensez que ça serait possible qu'on raconte dans un petit format comme ça de 3 minutes, 6 minutes, nos histoires à nous, parce qu'il s'en passe des belles dans nos vestiaires. Et nous on a réagi en disant, le handicap, certes, mais avant tout, c'est quand même une question de talent. C'est-à-dire, là, vous avez écrit 3 épisodes, mais est-ce que tu es capable d'en écrire 40? Est-ce que tu es capable d'en écrire 60? Est-ce que tu es capable, si on arrive à trouver un diffuseur, c'est une vraie question, oui, à fournir? Parce qu'avant tout, c'est la question du talent et du travail.
Et donc, ils se sont mis au boulot. Ils ont fourni les épisodes. C'était, ma foi, très drôle. Ça combinait pour la première fois le handicap, l'humour et le quotidien. Parce qu'on est, on est en 2010-2011, hein, donc c'est une époque où quand même on a fait du chemin hein, depuis cette époque-là. Hein. Le handicap est quand même plus présent maintenant, plus visible dans les médias, plus intégré quand même. Il y a eu du boulot de fait. À l'époque, c'était à peu près le néant. Et donc cette combinaison nous a séduits. Moi, j'en ai parlé à une amie productrice qui est Sophie Deloche d'Astarté et compagnie, dont j'ai appris d'ailleurs qu'elle était jury série ici à Paris comme devant, comme quoi on se retrouve tous. Ouais. Et elle avait ses entrées à France Télévisions. On a proposé la série en disant que c'était quelque chose pour le service public. Et immédiatement, la personne qui, à l'époque, était en charge des programmes à France Télé, qui s'appelait Perrine Fontaine, a dit « Ok, j'y vais ». Ah oui, ça donc a été immédiat. Ça a été pilote quand même, parce que c'est ouais. quand même, voilà, faites-nous 3 épisodes pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. On a fait les pilotes, avec l'aide d'ailleurs du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC. Et elle a vu les pilotes, elle a ri, elle a convoqué le directeur de l'antenne, elle a dit on va trouver un spot. Ils ont commencé par nous mettre à 13h, ce qui était un niveau d'audience de à peu près 1 million de téléspectateurs. Et en saison 3, ils nous ont mis à 21h, donc en access prime time. Donc maintenant, Vestiaire, c'est 3 millions de téléspectateurs sur France 2. Donc c'est une belle histoire, d'autant plus que ça dure encore 12 ans après. Et ouais. On est à la 13e saison. On est à la 13e saison. Ouais, voilà. On est à la 13e saison, ils en ont toujours sous le pied, ils ont toujours plein de choses à raconter. Il y a eu un accomplissement, c'est sûr, en termes de visibilité du handicap. Et puis, il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Donc, on a dit, on mesure le chemin fait, hein, c'est ce qu'on disait avant, hein, effectivement. Mais par contre, et ça ramène un petit peu à ce que tu disais au début de la table ronde, si on demande maintenant à Ada, Fabrice, à tous les gens qui jouent dans Vestiaire, est-ce qu'on leur propose beaucoup de choses ailleurs ? Oui. La réponse, malheureusement, c'est non. Ben voilà. Et quelque part, on a réussi à travailler pour faire exister cette case-là, même si au début, on n'était pas des missionnaires du handicap, on a juste réagi à un projet qui était intéressant. Et par contre, l'essai n'a pas été transformé dans la mesure où, je ne dirais pas qu'on a créé un ghetto, on a créé une case de visibilité, mais par contre, nos comédiens ne sont pas encore sortis de cette case pour qu'on leur propose des choses qui se réfèrent à autre chose que ce qui est ressenti comme leur caractéristique principale, c'est-à-dire leur handicap. Voilà la conclusion à laquelle on est arrivé. Et donc maintenant, on travaille sur un nouveau projet de série où on va essayer d'aller plus vers l'inclusion. Voilà. Ah oui. Est-ce que... Mais il n'y a pas que nous, il faut que tout le monde s'y mette. Est-ce alors là, c'est une question candide de ma part. Est-ce qu'une maison de production comme la tienne a les moyens de dire j'ai des candidats, enfin j'ai des voilà, là il y a des acteurs, des comédiens ou même des techniciens, je ne sais pas, qui sont en situation de handicap. Est-ce qu'on pourrait pas les mettre dans le milieu, enfin dans des productions plus classiques? Est-ce que vous avez cette capacité à faire sortir les talents en situation de handicap vers autre chose? Alors nous, on le fait à la mesure de nos moyens, c'est-à-dire que moi, je suis une petite entreprise, au Film d'Avallon, on est 4, hein, et Sophie Deloche à Astarté, c'est une entreprise, on est 2 indépendants, on est vraiment des artisans. Vestiaire, c'est à peu près 50% de notre vie professionnelle. Néanmoins, voilà, dans d'autres films que j'ai produits, des courts-métrages, on a fait tourner Ada, on a fait tourner Fabrice, on a fait tourner, là dans le prochain court qu'on va produire, on fait tourner Christophe Fluder, qui est un homme de petite taille. Oui, qu'on connaît bien aussi. Sophie a fait aussi, quand elle a produit Les Engagés, elle a fait appel à une partie du casting de Vestiaire. Mais voilà, ça reste des initiatives mesurées. Il faudrait que ça soit très partagé. Je note 2 choses dans ce que tu dis. L'humour et le sport. J'ai l'impression que ce sont 2 vecteurs d'intégration. Est-ce que tu me le confirmes ou est-ce qu'il faut absolument passer par là pour passer au cinéma? Je ne sais pas, mais le sport, en tout cas, quand on parle de handisport ou de parasport, c'est amusant que ça revienne sans cesse. Parce que nous, quand on a commencé Vestiaire, donc la saison 1, c'est 2011, à cette époque-là, tu n'existais pas. On a fait le tour de nos camarades directeurs de casting, agents, en disant « Est-ce que vous avez des comédiens à nous proposer pour le casting de la série ? Des gens qui soient des gens qui sont en situation de handicap. Est-ce que vous avez des aveugles, des sourds, des amputés, voilà. Nous, on prend tout, on est intéressé pour les rencontrer. » Aucun directeur de casting à l'époque, aucun agent n'avait dans son catalogue de gens à nous recommander. C'est ça. Donc en fait, on est passé par le sport. Pourquoi ? Parce que Ada et Fabrice étaient nageurs, parce qu'ils avaient autour d'eux des champions para,
même des membres de leur club qui ont commencé par faire de la figuration, puis ça les a amusés, ils ont commencé à dire une réplique ou deux, et puis c'est devenu des rôles récurrents de la série. Et c'est seulement à partir de la saison 3-4 qu'on a vu des gens spontanément venir vers nous pour nous dire, voilà, est-ce que vous auriez un petit rôle pour moi? Je ferais volontiers quelque chose. Et donc on a ouvert assez largement. Mais au départ, il y avait quelque chose, en tout cas il y a 12 ans, qui était, si je suis porteur de handicap, je ne m'imagine pas comédien dans un film ou dans une série. Et j'ai l'impression que sur cet aspect-là, on a progressé, beaucoup. Je crois aussi. Alors, avant de passer la parole à Léa, tu voulais dire quelque chose? Parce que j'ai une dernière question à poser à Philippe. J'aimerais qu'on parle du rapport entre les comédiens en situation de handicap et le reste des équipes. Est-ce que le fait de bosser, de collaborer, parce que dans les entreprises, on dit souvent ça, que le handicap apporte une richesse dans le collectif de travail, hein, dans le management, dans le mid-management, etc. Et là, est-ce que dans le monde particulier, singulier du cinéma, le fait de collaborer avec des acteurs ou des techniciens en situation de handicap a apporté quelque chose de particulier, de précis, et une ambiance, des compétences supplémentaires, je ne sais pas. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle de Vestiaire. Hein. Donc, alors, moi, j'avoue humblement qu'on n'a pas travaillé à embaucher spécifiquement des techniciens en situation de handicap. Il fallait déjà qu'on recrute nos comédiens handi, mais par contre, on a toujours joué cash, c'est-à-dire que dans Vestiaire, un personnage aveugle est joué par un acteur aveugle, et ainsi de suite. Et donc, il y a à chaque saison de Vestiaire, ou à chaque fois qu'un guest débarque sur le plateau, parce que comme toutes les séries de short, on fait souvent appel à des guests, comédiens issus du monde du cinéma ou du sport ou de la culture, il y a toujours ce moment un petit peu étrange du premier épisode ou de la première rencontre où il y a le malaise, qui est parce que le vestiaire, c'est quand même assez cash. On est dans un vestiaire de piscine, donc nos comédiens handicapés, le rapport avec le handicap est extrêmement direct. On voit qu'il manque un bras, qu'il manque une jambe. Ils sont en maillot de bain. Hein. Enfin, c'était le principe, c'était de faire coexister l'humour des situations et des personnages écrits par les auteurs et un rapport très très direct au handicap, de façon après à ce qu'on puisse l'oublier pour n'être plus que dans les personnages, dans les situations et dans l'humour. Donc il y a toujours ce moment un petit peu sensible où j'arrive sur le plateau, c'est raide, qui peut être aussi le ressenti de quelqu'un qui voit un épisode de Vestiaire pour la première fois un samedi à 21h en se disant il est en maillot de bain, mais là, quand Théo Curin a commencé chez nous, qu'il n'y avait pas de bras, pas de jambes, à 15 ans, c'était quand même un choc, quoi. Et puis doucement, le regard s'habitue. Et ce qui se passe sur le plateau de Vestiaire, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à se vanner entre eux, c'est ça. La vanne, elle commence à changer de camp, tout le monde se retrouve plus à l'aise, et les gens sortent grandis de l'expérience, sans déconner, en se disant, la façon dont fonctionne ce plateau, c'est comme ça que ça devrait être dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Donc il y a du boulot à faire. Leçon. Ouais. Oui, alors je ne fais pas ça pour faire le malin ou donner l'exemple. Encore une fois, ça ne vient pas de nous, ça vient vraiment de ce qu'arrive à installer nos comédiens. Oui, mais c'est bien qu'on le dise, parce que on a besoin de belles histoires aussi. C'est positif, ça fait du bien, et voilà. Et c'est ce que disait Angélique tout à l'heure. On est là pour bosser ensemble, donc c'est important. Merci beaucoup, Philippe. Alors, mais avec plaisir. Et alors, tu m'as fait une transition extraordinaire, puisque tu as parlé de casting, tu as parlé de sourcing, et hop, tu peux donner le micro à ta voisine. Et voilà, j'ai l'immense plaisir de recevoir Léa Sarcio. Lara, chat. Pourquoi je t'ai dit? J'ai dit quoi? Je sais pas, tu m'as dit Léa. J'ai dit Léa? Je te demande pardon. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis 10. Puis pas que de la bouche. Pourquoi j'ai dit Mais oui, je sais pas. Parce que c'est marqué Léa sur ma fiche. Pourtant, tout à l'heure, quand tu m'as dit Lara, mais peu importe. Pardon. Donc, Lara, tu es de l'agence Cristal, qui est une agence de talent en situation de handicap. Oui. Bon, là, je ne dis pas de conneries, c'est bon? Non, tout est bon. On vient d'évoquer le casting, et ton boulot à toi, c'est de trouver des gens et de les mettre en relation avec les prods et les réals et tout ça. C'est ça? Je ne dis pas de conneries? Alors, raconte-nous comment est née l'agence Cristal, d'où elle vient, c'est très important. Angélique l'a dit très bien tout à l'heure, mais je voudrais t'entendre aussi pour préciser les contours de ce fond baptismal. Ok. Alors, effectivement, l'agence Cristal, donc c'est la première agence de comédiens
en situation de handicap visible et invisible en France. Donc on s'occupe exclusivement de comédiens en situation de handicap. Et cette agence est née du Théâtre du Cristal, dont fait partie Angélique. C'est un théâtre qui est relié à un ESAT. C'est une troupe de théâtre de comédiens en situation de handicap, dirigée par Olivier Couder. Et un jour, toute l'équipe a eu l'envie et l'idée de créer une agence pour représenter les comédiens en situation de handicap à l'écran, au cinéma. Et c'est comme ça qu'est née cette agence-là en 2021. Donc c'était vraiment une envie commune et surtout on sentait qu'il y avait de la demande au cinéma de plus en plus, c'est ce que tu disais. Où elle est l'agence ? L'agence, elle est à Éragny, dans le 95. Mais moi, je travaille principalement aussi sur Paris. Donc voilà. Pardon ? 78. Alors, je vais répondre à ta question. Nous, on travaille là où il y a des tournages. Mais maintenant, les talents, ils peuvent venir de n'importe où. Alors justement, c'est ma question. Vas-y. Le sourcing des talents, d'où ils viennent, parce qu'ils viennent pas comme ça spontanément. C'est pas une génération spontanée. Ils viennent pas vers l'agence Cristal attirés par la brillance du de cristal, la roche. oui. C'est ça. Non. Comment tu vas les chercher ? Alors, il y a différents chemins. Il n'y a pas un schéma classique. Nous, on a toute une équipe aussi qui travaille avec de très près avec le milieu du handicap. Donc, on a affaire à beaucoup de maisons médico-sociaux, enfin sociales. On a affaire à beaucoup d'ESAT, etc., etc. Donc, nous, on peut se permettre de trouver des talents parmi ces structures. Également sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des candidatures spontanées, du casting sauvage. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma classique, il n'y a pas de règles. Nous, on est assez ouverts. Les réseaux sociaux, c'est un truc important. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'essaient spontanément à la comédie sur les réseaux sociaux et que vous repérez. Comment ça se passe ? Quand même, on se rend compte que depuis quelques années, les réseaux sociaux ont vraiment une place très importante, notamment avec les comédiens. On voit beaucoup de youtubeurs, en tout cas, émerger, etc. Donc, je ne dis pas qu'ils sont tous potentiellement des comédiens. Mais en tout cas, oui, ça peut avoir un impact. Ça peut être quelque chose qui peut, en tout cas, nous attirer et nous dire « Ah, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Youtubeur, d'accord. » Et on peut voir qu'il crée des sketchs ou des choses comme ça. Donc, ça peut nous attirer, en tout cas. Alors, on va poursuivre dans cette direction. Tu as repéré un youtubeur ou une youtubeuse. Vous décidez de l'inscrire dans votre cheptel de talents. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Et là, comment vous faites ? Quel accompagnement ? Comment vous les accompagnez pour un futur tournage ? La relation avec les réals, tout ça, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique parce que les talents sont en situation de handicap ou pas ? Alors, donc déjà juste pour terminer par rapport à l'embauche en tout cas des comédiens, donc effectivement on étudie en tout cas attentivement toutes les candidatures qui nous parviennent. Et à la suite de ça, quand un comédien rentre dans notre agence, effectivement, il y a un suivi. C'est-à-dire que le handicap, le milieu du handicap est très vaste et très large. Il y a toute forme de handicap et certaines personnes doivent être, entre guillemets, accompagnées du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous, on a un comédien dans notre agence, on voit une annonce, on postule. Si sa candidature est retenue, dans ce cas-là, on va coacher le comédien sur le rôle. On va l'aider à apprendre son texte, à créer son rôle. On va l'accompagner à son casting. S'il y a un callback, donc un deuxième casting, on va l'accompagner à ce callback. Et s'il est accepté à l'issue de ça, il y aura un accompagnement également sur le tournage et après tournage. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment tout un suivi tout au long du processus artistique qui, en tout cas, nous, est très important pour nous. 80% des handicaps sont invisibles. Et on sait tous que dans des maladies chroniques, des choses comme ça, il y a une très grande fatigabilité. Comment vous prenez en compte cette question-là pour vos talents ? Alors, c'est une question très importante qu'on a à faire avec la production, l'équipe en préparation.
On a souvent des réunions pour justement parler de tout ça, pour parler des pauses qui sont nécessaires, toutes les temps d'heure, etc., etc. Des choses qui peuvent être mises en place aussi sur les tournages, c'est-à-dire par exemple, certains comédiens ont besoin d'un endroit spécifique sur le lieu du tournage pour être au calme, parce qu'il y aura trop de bruit, trop d'agitation, trop de stress aussi. Donc voilà, c'est toutes ces conditions-là qu'on met en place, nous, pour que justement le tournage se passe bien, pour que le comédien se sente bien au moment du tournage et que tout se passe bien, tout simplement. Super. Bon, bah, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Alors, comme on est dans un cinéma, et comme c'est magique, et qu'il se passe des étincelles toujours dans ce secteur, hier soir, j'ai reçu un coup de fil impromptu chez moi, or que j'étais en train de faire autre chose, et il y a une dame au téléphone qui dit « Oui, bonjour, je m'appelle Marie. » Je dis « Ok. » Et je représente quelque chose de super important. Je fais « Ok. » Et il se trouve que Marie est là. Donc je vais aller voir Marie. Je vais vous raconter pourquoi je dis ça, parce que Marie, elle fait pratiquement le même boulot que Léa, que Lara. Tout me va, tout me va. Alors, Marie, Merci, Charles. agence Singulariste. Tu veux venir là ou tu vas... Non, tu restes là. Bon, je reste non, mais là. ouais, parce qu'il faut qu'on te voie. Voilà. Ou tu veux qu'on le fasse debout? Tiens, moi, ça va me faire Oui, ouais, bien. bah, moi, je Allez. Alors, Alors, le fais debout. Voilà. si je donne la parole à Marie, c'est parce que vous faites le même boulot quasiment, hein, c'est ça? Tu peux présenter Singulariste Oui. et puis surtout les uns et les autres? Alors, je vais. Oui, moi, je suis Marie Magalon. J'ai créé l'agence Singulariste avec une associée qui s'appelle Laura Lacaïm, qui n'est pas là. Alors, la différence de Lara, on fait effectivement le même métier. On est agent artistique. Moi, en fait, il n'y a que 20% de personnes en situation de handicap à l'agence, parce que comme on a voulu représenter le monde tel qu'il était, je vais juste donner des chiffres parce qu'on ne les a pas donnés de tout ce que j'ai entendu. En fait, il y a 20% de personnes, 17% de personnes en situation de handicap, et il y en a zéro. Alors, quand j'ai commencé l'agence il y a 2 ans, c'est quand même une bonne nouvelle, on était à 0,7% de personnes en situation de handicap dans les médias. Et aujourd'hui, on est à 1%. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, les choses ont beaucoup bougé. Après, forcément, les chiffres sont un tout petit peu pipés parce que comme il y a les Jeux paralympiques, on a vu un tout petit peu plus de personnes handi. C'est quelle source? C'est l'ARCOM. C'est l'ARCOM? Ouais. Donc voilà, donc on est content quand même d'avoir... on a l'impression de toutes les personnes là qui travaillent voilà, pour des personnes en situation de handicap dans le cinéma, dans l'audiovisuel, d'avoir fait un petit peu avancer les choses. Donc voilà. Et puis du coup, quand j'ai monté l'agence Singulariste avec l'Observatoire des images, on a répondu à un appel à projet du CNC qui s'appelle Les uns et les autres. Voilà. Et on a créé, on a eu du coup le projet, on nous a donné de l'argent et on a fait un site internet qui s'appelle Lula et qui répond un petit peu à toutes les questions qu'on se pose sur comment employer une personne en situation de handicap dans le cinéma et dans l'audiovisuel, que ce soit devant ou derrière la caméra. Voilà. Donc ça, le site internet existe aujourd'hui, il s'appelle Lula, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de demandes des producteurs en disant mais comme on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si on va avoir des aides ou pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a pas mal de comédiens qui ont travaillé sur du long métrage ou sur des unitaires, et du coup on met les productions aussi en relation avec l'AGFIP, parce que l'AGFIP aide, d'ailleurs je le dis ici parce que c'est vrai que c'est Sophie Deloche et Alexandre Philippe qui nous ont beaucoup aidés au tout départ, qui nous ont ouvert la porte pour nous dire comment ça se passait sur les tournages. Et voilà, et vous êtes également soutenu. Et justement, c'est Sophie qui m'avait donné, qui m'avait dit. Je dirais à mes amis de la GFIP qu'ils ont été copieusement cités. Ça leur fera très plaisir. Oui, ça, c'est un très bon moyen, en fait. C'est une aide réelle. Hein. Par exemple, nous, quand on a un comédien sourd, c'est la GFIP qui va nous fournir l'interprète. Ou quand on a des gens qui ont des difficultés pour se déplacer, on peut le confier à des gens de l'équipe, mais on peut aussi demander une aide financière à la GFIP pour nous aider. Donc, c'est très important pour l'accès au Bien poste. sûr, il faut le saluer, c'est important. Et dans les aides, il y a quand même aussi Audience qui fait des choses, parce qu'avec le... Oui. 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 Oui, c'est quand même important. Ils ont un programme qui s'appelle l'Activateur pour l'égalité des chances dans la culture, qu'il faut saluer quand même. Oui, tout à fait. La mission handicap est très d'audience, est partie prenante dans beaucoup de projets.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis plus du coup avec les comédiens sont en relation avec audience beaucoup, et c'est vrai que moi, je suis beaucoup avec la GFIP parce que j'aide les productions à pouvoir avoir un financement et voilà. Puis quand on parle d'emploi, on parle forcément de la GFIP. Et quand on parle d'emploi, on parle pas. Ou alors, je voudrais juste rebondir parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle des personnes en situation de handicap et qu'il n'y en avait pas il y a 20 ans, c'est vrai que moi, je raconte toujours aussi qu'à un moment donné dans la vie, il y avait le blackface. Et c'est vrai que quand on ne prenait pas de comédiens noirs, on prenait des personnes blanches et on les maquillait en noir. Et il y a 5 ans, d'ailleurs, à l'opéra, il y avait encore des danseuses qui avaient les mains maquillées en noir. Oui, c'est un gros sujet à l'opéra. Mais non, voilà, mais c'est vrai que oui, c'est encore un gros sujet à l'opéra, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui avancent comme ça. Et là, maintenant, c'est le handicap. Et heureusement, maintenant, il y a plus de handicap dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Mais ça va mettre un petit peu de temps. Oui, mais on va y arriver. Ouais, ça, la question de la représentation du handicap dans les œuvres est une question qu'on a abordée en début de table ronde, mais comme notre sujet c'est l'emploi, c'est vrai qu'on peut y revenir parce que je pense que ça va sortir dans le public, mais on était vraiment sur l'accès au métier dans notre table ronde. Mais on est obligé de passer par là, évidemment. L'accès, je suis un peu d'accord avec Riyad, c'est-à-dire qu'il y a un problème de formation. Puisque pour les cours de théâtre, par exemple, souvent c'est des escaliers, c'est pas pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas accessible. Donc effectivement, il y a un problème de formation. Je suis complètement d'accord. Bon, merci Marie. Je peux rebondir là-dessus. Oui, s'il te plaît. Sur la formation. Et puis après, je demanderai à Angélique de rebondir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où la formation pour les personnes en situation de handicap est encore très compliquée. Moi, j'ai beaucoup de comédiens qui essayent d'avoir des cours, etc., mais ils sont refusés de tous les cours des conservatoires parce qu'ils sont en situation de handicap et que ça demande une autre organisation, ça demande une autre prise en charge, d'autres attentions, et les conservatoires sont là, non, je suis désolée. Et effectivement, on voit plein de cours de théâtre comme ça naître par-ci, par-là, mais il n'y a rien vraiment de concret et qui peut en tout cas les accompagner à en faire un métier et en faire quelque chose. On n'est pas encore dans l'inclusion. Philippe, tu voulais dire un truc ? Oui, je veux dire, il ne faut pas qu'on pense qu'on est malheureux dans l'audiovisuel, il suffit de regarder le théâtre. Parce qu'à un moment, on a eu un projet d'adaptation de vestiaire en pièces de théâtre, donc on a fait un petit peu le tour des théâtres parisiens et on s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi il n'y a aucun comédien handicapé ou technicien handicapé dans les théâtres ? C'est parce que tout simplement, 95-97% des théâtres ne sont pas équipés. Donc ils ne peuvent pas rejoindre leur loge, ils ne peuvent pas accéder aux scènes parce qu'il y a des marches partout, il y a des ouvertures, il y a des passages. Ce monde du théâtre qui est merveilleux parce qu'il est plein de petits cachettes, de petits secrets derrière le rideau, et en fait, il est tout simplement pas accessible. Voilà. Heureusement, c'est pas le cas avec les nouveaux théâtres. Il y en a quelques-uns. Oui. Ouais, mais c'est vraiment le cas en tout cas pour les anciens théâtres. Il faudrait détruire et reconstruire, mais c'est un... Mais je peux le dire, il ne m'en voudra pas, mais je me souviens, j'avais un rendez-vous avec Dominique Farrugia qui me disait que lui-même, sur ses propres productions, pour aller à la manger à la cantine, c'est là où tout le monde mange dans les productions, il n'y avait pas la place pour passer avec son fauteuil. Donc même lui, dans ses propres productions, finalement, il n'y avait pas des choses qui étaient mises en place. Dominique Farrugia, c'était le président de notre jury du dernier appel à projet. Très bien. Les autres. Oui, il s'est beaucoup spécialisé, Dominique Farrugia, ces dernières années. Il n'a pas eu le choix. Oui. Mais ouais, alors j'allais dire une bêtise tout à l'heure, mais je me suis retenu parce que je ne sais pas quelle est la sensibilité des gens ici. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire l'handicapé, quoi. Si on veut jouer un rôle, on joue le rôle de quelqu'un qui ne l'est pas, et puis on avance. Non, mais je dis ça, mais parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Farrugia, quand j'ai travaillé pour lui, pour L'amour c'est mieux à deux, quand j'ai vu son fauteuil, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu as, un fauteuil d'handicapé ? Tu n'as pas les moyens de te payer un beau fauteuil, tu vois ? Et il avait été choqué par ma réflexion. Mais il faut, à un moment donné, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est qu'aussi, il ne faut pas oublier que la majorité des personnes handicapées n'aiment pas le handicap, n'acceptent pas le handicap. Donc c'est dur aussi d'amener son image quand on a des moignons. Tu l'as dit, vestiaire, moi aussi. Je commençais par la natation, et j'ai nagé avec Ada, il a fait du basket aussi. Et c'est vrai que dans le sport, ça permet, à un moment donné, d'être en paix avec son corps, d'être en paix avec son image. Et le monde du cinéma, c'est le monde de l'image. Et donc, à un moment donné, ceux qui sont dans le monde de l'image,
ils ont une image de ce qu'ils veulent avoir des acteurs et des actrices. Souvent, ils écrivent aussi des scénarios en imaginant l'actrice ou l'acteur qui va jouer le rôle. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer un mec avec des moignons ou qui tremble de partout ou qui est aveugle. Donc c'est pour ça qu'il faut accompagner, nous déjà dans le monde du handicap, il faut qu'on accepte notre image, parce que souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, situation de handicap, c'est sympathique, mais à un moment donné, la situation, il y a un gros débat, une grosse philosophie. Oui, on l'a eu souvent. Mais c'est absurde de parler de situation. On est ce qu'on est, quoi. Et quand on accepte ce qu'on est, on peut avancer. Si nous, on n'accepte pas ce qu'on est, on ne peut pas imposer aux autres de nous accepter. Il faut d'abord s'accepter avec son image, avec ce que nous sommes. Et là, je peux vous assurer que le monde du cinéma va nous accepter, qu'on va inverser l'image. Et ça, je pense qu'il y a un vrai combat à mener. Et les Paralympiques vont contribuer à ça. Voilà, je pense. Et moi, il y a un secteur aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est celui de la pub. Parce qu'en fait, on caste. Dans la pub, on caste aussi des trucs. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai une agence de com. On a fait des spots là, pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a eu du mal à trouver des gens. Voilà, il a fallu aller chercher dans des établissements médicaux. Il fallait venir nous voir. Ben voilà. Là tu as trois structures qui peuvent te trouver. Et ben voilà, on a une actrice là depuis tout à l'heure qui veut jouer. La prochaine fois, on y va ensemble. Tout à l'heure, tu vas avoir un contrat, tu vois, ça va être rapide. Absolument, c'est cool. Merci beaucoup à tous. Alors, on a encore un tout petit peu de temps, on nous autorise. Donc, est-ce que, je crois qu'il y a quelques manifestations dans le public. Où, Angélique, je t'avais dit, parce que là je t'entends plus, c'est normal? Parce qu'en fait, c'est complet. C'est passionnant. complet et en même temps, c'est parce que c'est des choses que j'ai jamais entendues. Donc j'écoute en même temps et ça peut me nourrir en fait finalement. Bravo. Ben voilà. Bon, ben alors, si on a rempli notre devoir et notre mission en informant le public, c'est formidable. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, très bien. Alors, toi, la première, et après, il y a 2 questions derrière. Ouais. Et de toute façon, il nous reste 7 minutes, et puis Riyad doit s'en aller. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez? Moi, Ah, elle est comédienne. Oui, c'est ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Witey. Witey, ok. Et alors, qu'est-ce que tu voulais poser une question à quelqu'un? J'ai une question à Angélique. Angélique. Comment t'as rêvé le monde du cinéma, théâtre? En fait, quand j'étais petite, la première fois que j'ai vu une pièce de théâtre, je me dis pourquoi pas moi finalement. Et après, j'ai fait du théâtre amateur. Et en fait, je suis allée dans un lieu qui s'appelle l'Espace Sésame, en fait, pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et en fait, c'est des jeunes en fait, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas trouvé qui ont arrêté l'école, pardon, excusez-moi. Et en fait, on reste pendant 1 mois là-bas. En fait, on fait de la forge, du théâtre, de l'art plastique. Il y a plein d'autres choses. Et en fait, Rachel Tanguy, c'est la directrice de l'Espace Sésame qui m'a parlé du Théâtre du Cristal. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu rencontrer Olivier Coudert, le metteur en scène. Attends, je ne veux pas te frustrer, mais on a 2 autres questions, mais on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux donner le micro à la dame là-bas qui voulait poser... Merci. Après, tu lui demandes, ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Bonjour. C'est pas une question, en fait, c'est juste une petite nuance à tout ce que vous avez dit. Je crois que dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, de l'image, il y a une vraie question de la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, la peur de ne pas avoir le temps. Parce que, notamment lors d'un tournage,
les rythmes sont plutôt, entre guillemets, effrénés pour que tout rentre dans les délais. Et le rapport à l'intégration et la place des travailleurs, tant techniciens que comédiens ou comédiennes en situation de handicap, fait peur sur le fait qu'on n'a peut-être pas le temps de s'adapter et de faire le pas de côté pour voir les choses différemment. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un 3e assistant mise en scène qui est en fauteuil et à qui on refuse beaucoup en fait, de projets parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir s'adapter au temps que lui prend, qui n'est pas le même rythme que sur lequel nous sommes. Alors que ça ne fait de lui absolument pas quelqu'un de différent parce qu'il est en fauteuil. Ni moins performant, ni Alors, moins ça fait quelqu'un de professionnel. différent. Ça fait visuellement, et c'est là où ça. Non, mais la réalité, c'est que voilà. je vais juste compléter parce Oui, s'il que te plaît. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, quand j'allais chercher les castings, j'allais aussi chercher des gens qui étaient en capacité d'accepter cet espace-temps, cette pression que le monde du cinéma ou le monde de la pub, le monde de l'image en général. Mais le problème avec le discours de dire qu'on n'est pas différent, on ne prend pas en compte la différence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, accepter la différence. Il faudrait que dans notre société dite, ce monde des lumières, du cinéma, de l'image, que la différence soit la norme. Parce que toutes les histoires, elles sont différentes. Même si souvent il y a des bases. Mais la différence, si on ne la fait pas accepter, eh ben, tu vois, ce pas de côté, ils ne le feront pas. Donc il faut dire, oui, si vous avez un choix, c'est un choix volontaire, vous embauchez une personne handicapée, il faut travailler autrement. Eh ben, le travail autrement, quand j'écoute, moi, tous les gens qui bossent aujourd'hui, ils ont envie de ralentir, ils ont envie d'avoir une bouffée de respiration. Quand on dit dans le monde classique, quand il y a une personne handicapée dans un service, ça amène une dynamique parce que ça amène un autre rythme, une autre vision des choses. Et je pense que ce temps-là, il y a un moment donné, il faut le proposer. Et on est dans un pays libre. Vous choisissez d'y aller, vous choisissez de ne pas y aller, mais vous pouvez mettre les moyens. Nous, on a monté aussi une boîte de prod. Je vois avec Jaris ce qu'il est capable de sortir sur des gens qui ont des handicaps quand même des fois assez lourds. Et quand je vois le résultat final avec cet espace-temps, parce que des fois on consacre du temps à des futilités, vraiment, hein, c'est des égos qui s'expriment, ce temps-là on le prend, mais sur la qualité d'une œuvre, sur le talent, on n'offre pas le temps. Et ça c'est dommage. Si on change juste le curseur, vous verrez que le résultat est incroyable. Et vous avez madame qui voulait aussi poser une question. Je vais enchaîner, puisque vous avez parlé de temps, je vais enchaîner avec l'argent, qui est souvent un gros mot dans ce monde-là. Et je voulais demander aux directrices de casting présentes et aux producteurs présents si vraiment, très sincèrement, l'argent qui va forcément être engagé dans un tournage avec une personne en situation de handicap, est-ce que vraiment cet argent-là, vous pensez que ce monde est prêt à le payer en fait? Oui. On parlait tout à l'heure de la GFIP, c'est typiquement le rôle de la GFIP de venir compenser en fait l'effort supplémentaire qui peut être fait pour embaucher un technicien ou un comédien handi par une subvention ou par un aide. Donc je pense qu'on est mûr pour ça. Après, par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, je ne sais pas si on est mûr pour dire que n'importe qui peut jouer n'importe quel rôle ou prendre n'importe quel emploi. Un pilote pour Air France, il ne peut pas être myope. On rentre pas un ingénieur du son, on ne peut pas avoir de problème d'audition. Quelqu'un qui est non-voyant, on ne peut pas faire de l'étalonnage. Le monde n'est pas parfait. Quelqu'un en fauteuil, 3e assistant réalisateur, moi c'est vrai que je coince un peu, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire monteur ou étalonneur ou réalisateur. Enfin, il y a plein de possibilités. Il faut juste ouvrir les champs. Et par contre, les aménagements, ça, on peut les faire. Nous, on a des comédiens autistes qui viennent sur Vestiaire, qui nous disent j'ai que 2 heures de temps social, après j'ai besoin de m'isoler. Bon, ben, la première fois, ça nous fait marrer, et puis après, on trouve le temps, on aménage. Ça, on peut faire. On peut faire et on peut trouver du financement pour. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est interchangeable, c'est pas possible. Ouais. Je vais être obligé de vous quitter parce que vous avez compris qu'on avait un petit rendez-vous important là cet été et il faut que je m'entraîne. Et donc j'espère que vous viendrez nous encourager et que alors, vraiment de toute façon, il est 38, on m'a dit de m'en aller à 40. J'ai envie juste de dire une petite chose parce voilà, que fais-nous la conclusion, c'est parfait. Alors je ne sais pas si je ferai la conclusion, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez pris des années 30 où on peignait des acteurs en noir pour jouer des rôles
qui étaient blancs, peignés en noir pour jouer des rôles blackface. Ouais, là aujourd'hui, on a cette problématique de prendre des personnes qui ne sont pas handicapées pour jouer des rôles de personnes handicapées. Et le jour où on va basculer, et si vous me dites qu'aujourd'hui encore dans les opéras ou les choses comme ça, on est encore en train de peindre, c'est quand même... On a un nouveau directeur à l'opéra qui est très engagé sur les questions de la diversité. Ça n'existe plus, c'est fini. Mais je pense que là, ce qui se passe aujourd'hui avec ce festival Cours Devant, le fait d'avoir embarqué aussi ce sujet du handicap, parce que quand on s'est rencontrés, je leur ai dit oui, c'est important d'amener ce sujet-là. Aujourd'hui, la salle n'est pas très très pleine. On le voit bien que le sujet du handicap, ça n'intéresse pas encore tout le monde. Mais ceux qui sont là, ça va faire boule de neige. Et j'espère que demain, on va prendre d'autres couleurs que la couleur noire pour peindre des gens en blanc, et que le handicap sera même en relief, en 3D, et qui sortira de l'écran, et qu'on vous embarquera sur nos fauteuils et on jouera ensemble avec toute cette nouvelle technologie. Là, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Merci, c'est une très belle promesse. On va terminer sur ces belles paroles. Bravo à tous, merci beaucoup. Et rendez-vous aux Jeux. Et on se voit aux Jeux Olympiques et Paralympiques, surtout Paralympiques.